Génération Justice, le podcast. Défendre des films passion. Il y a des gens qui aiment peindre, d'autres qui aiment écrire, d'autres qui aiment défendre. Je pense qu'un avocat qui n'aime pas défendre ferait mieux de faire autre chose. La justice est un art, ce que j'appelle l'art judiciaire. Bonjour et bienvenue dans Génération Justice, le podcast qui fait le lien entre le droit et la psychologie. À travers une série d'entretiens d'avocats éthiques, nous avons voulu finalement donner la parole à ceux qui, dans notre société en constant mouvement, dans notre société qui a soif de justice face à de nombreuses défaillances tant légales que dans le système carcéral ou judiciaire, à ceux qui sont les garants des droits, de la loi et qui, sur le terrain, sont finalement les piliers de la démocratie. À travers des mots inspirants, à travers des mots de droit, à travers des mots de la loi, finalement, ce vers quoi on arrive, c'est à l'être humain. On se retrouve dans ce troisième épisode de notre saison Génération Justice avec Maître Henri Braun, avocat pénaliste du barreau de Paris. Sur sa photo que l'on peut trouver en ligne, on le voit décontracté. Et ça, il me semble que ça va de pair avec finalement une attitude très proche de ceux qui l'accompagnent. Henri, nous sommes très heureux de te recevoir aujourd'hui dans ce podcast où, tu le sais, nous cherchons à rencontrer des interlocuteurs dont l'éthique a été prouvée. Et c'est par différents de tes clients que nous avons entendu parler de toi. Donc la première question de nos entretiens est assez rituelle. Ton métier, Henri, est-ce que c'est une vocation ? Non, je ne dirais pas que c'est une vocation, parce qu'une vocation, c'est un appel. Pour moi, être avocat a toujours été une évidence depuis que je suis enfant. Et depuis que tu étais enfant, comment est-ce que ça s'est manifesté à toi ? Ça s'est manifesté parce que quand j'étais enfant, à la fin des années 70, il y avait beaucoup de débats sur la prison, avec le comité d'action des prisonniers. Il y a eu un petit peu plus tard les débats sur l'abolition de la peine de mort. Donc les questions de justice étaient déjà très présentes dans la société. Et donc je me suis intéressé à ces débats et très vite, j'ai voulu devenir avocat et c'est après que j'ai découvert le droit. Et quelles ont été tes premières expériences d'injustice dans ta vie à toi ? Donc, tu parles de l'enfance. Moi, je n'ai pas réellement subi d'injustice en tant que telle. J'ai vu effectivement, en regardant autour de moi, les différences sociales, des mécanismes de domination, mais je dirais que je n'ai pas subi une injustice personnellement qui aurait été un déclencheur de quelque chose. Et quelles sont tes grandes causes ? Moi, l'une des causes qui m'anime le plus, c'est la lutte contre le racisme et la lutte pour l'égalité et l'universalisme. Est-ce que tu as des dossiers qui t'ont marqué et qui symbolisent un peu ces luttes que tu mènes ? Le dossier qui m'a le plus marqué est un dossier un peu ancien maintenant et qui a eu assez peu de retentissement public, mais qui a sans doute déterminé un certain nombre de choses. C'était une émission de 2005 de France 5 qui s'appelait Délinquance, la route des Roms, où les différents intervenants développaient pendant 1 heure des thèses outrageusement racistes. Et donc, nous avons fait un procès où il y a eu une condamnation. Après, ça a été cassé par la Cour de cassation. Mais enfin, ce dossier m'a beaucoup marqué, effectivement, parce qu'il m'a montré, il m'a montré comment on pouvait, face à un groupe particulièrement stigmatisé, les Roms en l'espèce, développer un discours raciste en toute impunité et sans que ça choque grand monde. Alors, un discours raciste en toute impunité, il semble que c'est quelque chose qui a toujours été d'actualité, qu'il est encore plus aujourd'hui, en tant qu'avocat, mais aussi en tant qu'être humain, en tant qu'homme. Qu'est-ce que tu penses finalement de ces discours-là qui peuvent être légitimés dans des sociétés comme la nôtre ? Je pense que ces discours sont porteurs de violence. Ils légitiment toute une série de violences physiques, institutionnelles, et ils s'inscrivent dans un cadre général, qui est évidemment le cadre postcolonial, mais pas uniquement. C'est vrai qu'il y a toujours dans l'histoire humaine la volonté de se constituer en excluant les autres, et c'est un mécanisme qui est malheureusement récurrent. Alors, dans un des portraits qui avait été écrit sur toi en 2016, bon, ça fait quelques temps maintenant, on parlait justement de tes engagements du côté des opprimés, du côté des minorités. Donc, ça doit faire 20 ans maintenant, je pense, que tu es avocat, que tu es au barreau de Paris. Est-ce que c'est des luttes qu'on se sent gagner un jour ? Est-ce qu'en étant investi dans des combats qui sont finalement des combats d'une vie, parfois on se dit « j'y suis arrivé, j'ai réussi ». Oui, il y a des combats qu'on arrive à gagner, les combats pour la régularisation des sans-papiers, où avec l'opiniâtreté, on arrive effectivement
à ce que les gens décrochent les cartes de séjour. Donc ça, c'est des combats qu'on arrive à gagner. Par contre, les combats contre le racisme institutionnel sont beaucoup plus longs, difficiles à mener. On voit quand même des avancées. Par exemple, pour prendre l'exemple des Roms, on a mené une série de procès, on a fait condamner par exemple Valeurs Actuelles, et on constate que dans le discours public, les propos racistes demeurent, mais ils sont moins importants dans les médias mainstream. Donc on arrive quand même à arranger un petit peu les choses. Enfin, il reste beaucoup à faire, évidemment. Et ce constat, tu le ferais par rapport aux Roms ou tu dirais aussi par rapport aux autres minorités dans les médias d'aujourd'hui? Le côté Non, décomplexé du il est racisme. certain. Il est certain qu'on a un racisme décomplexé qui s'affiche. Il est certain que maintenant, si on prend l'échiquier politique, l'extrême droite et la droite tiennent un discours ouvertement raciste. La gauche est très timide sur ces questions. Donc c'est clair qu'on manque de débouchés politiques et c'est clair que c'est des combats qu'on mène au coup par coup. Et c'est vrai qu'il y a une augmentation du racisme, mais c'est un phénomène qui existe au moins au niveau européen. Et donc, on a un véritable souci, c'est clair. Alors maintenant que tu as plus de 20 ans d'être avocat, de défendre, de te battre pour des gens que tu accompagnes, est-ce que ça a changé ta vision des êtres humains et est-ce que ça a changé ta vision de la justice? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça a changé ma vision des êtres humains puisque j'ai réussi ça m'a amené à m'ouvrir à une diversité culturelle. Je me suis par exemple passionné pour les différentes cultures maliennes. Donc ça m'a permis effectivement voir, de comprendre, de toucher de près comment on peut vivre quand on est un travailleur immigré dans un foyer ou quand on est un gens du voyage entre guillemets sur une aire d'accueil entre guillemets. Donc ça m'a permis d'ouvrir effectivement, d'avoir une expérience humaine assez large. Et ma vision de la justice, effectivement, est sûrement beaucoup moins idéalisée qu'il y a 20 ans. Tu peux m'en dire plus? C'est-à-dire que ce que je constate de plus en plus depuis quelques années, c'est une politisation croissante des magistrats. Quand je parle de politisation, ce n'est pas forcément une adhésion partisane, mais c'est le fait que, me semble-t-il, depuis quelques années, les juges montrent leurs préjugés de façon sans doute plus nette qu'il y a quelques années. C'est-à-dire qu'effectivement, on a cet ethos raciste qui imprègne toute la société et qui permet effectivement de dire n'importe quoi en audience, je pense à certains magistrats, et même parfois d'écrire des choses qui sont tout à fait étonnantes. Et comment c'est possible en fait? Finalement, c'est ce que moi j'appellerais des dérives, mais qui semblent être possible. Comment est-ce que alors qu'il y a un code de déontologie quand même assez strict, comment est-ce que c'est possible effectivement qu'on puisse voir ces dérives-là au cœur de la magistrature, d'après Alors, est-ce toi? que c'est une dérive ou est-ce que c'est structurel? Je ne sais pas. Alors, ce n'est pas le cas de tous les magistrats, bien évidemment. Mais après, est-ce que c'est une dérive ou est-ce que c'est structurel? Je ne sais pas. Mais il est certain qu'on a une vision du monde, parce que le magistrat est quand même beaucoup plus loin des gens que l'avocat. Donc, on rentre dans un prisme, on voit les choses qui rentrent dans un prisme, et c'est certain que la position des gens de la société a une influence très importante. Par exemple, quand tu te retrouves à plaider pour une détention provisoire, enfin pour éviter une détention provisoire et qu'on te demande des garanties de représentation en termes de travail, de logement, etc., il est bien évident que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Déjà, quand on est étranger, il y a toujours le soupçon que tu puisses rentrer dans ton pays, même si tu vis en France depuis quelques décennies. Si tu n'as pas de travail, le juge hésitera beaucoup moins à te mettre en détention. Et pareil pour le logement. Mais on a l'impression parfois que du coup, cette justice, elle peut être toute puissante et elle peut broyer certains, Bien sûr, selon qui l'on est, selon qui on représente. Est-ce que tu fais bien le même sûr, constat? bien sûr, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas, tout à fait. Alors, est-ce que ça te révolte, Henri? Bien sûr que ça me révolte. Bien sûr que ça me révolte et qu'il faut se battre contre ça. Eh bien, évidemment, oui, ça me révolte absolument. Et ça me révolte toujours autant qu'il y a 20 ans et peut-être même de plus en plus. Et quels sont nos moyens pour se battre contre ça? Je pense que le problème fondamentalement est politique, c'est-à-dire que ce que j'essaye de faire, c'est de mettre en place ce que les Américains appellent la stratégie litigation, de faire monter quelques cas d'espèces, mais qui me paraissent représentatifs, pour arriver à changer les représentations sociales, et notamment celles des magistrats.
Est-ce que tu aurais un exemple? Oh, bah, par exemple, moi je pense par exemple au problème récurrent de mendicité, où on a créé une infraction de mise en danger pour les ascendants qui mendient avec leur enfant sur la voie publique et dans le métro. Et moi, je constate, j'ai fait mal de dossiers comme ça, je constate que les personnes qui sont poursuivies sont toujours des femmes roms. Donc là, par exemple, on a une infraction qui a été pensée sans doute dans un cadre racial quand on prend les travaux préparatoires de la loi qui est de 2003 et qui est appliquée de façon mécanique. Moi, je n'ai pas vu d'autres personnes que des femmes roms qui étaient poursuivies. C'est un exemple. Oui, c'est très intéressant. Donc, ce que tu veux dire par là, c'est que ici, du coup, une pénalisation d'un acte qui devient un délit serait discriminant et concernerait, par exemple, en l'occurrence, là, que les femmes et les C'est ça. femmes d'une minorité. Exactement, exactement. Donc, on a certaines infractions qui sont pensées dans un cadre comme ça. C'est par exemple le cas pour l'infraction récente d'occupation illicite d'un hall d'immeuble, où on imagine bien que ce sont plus les quartiers populaires qui sont visés que le 16e arrondissement. Et on a aussi des infractions globales qui peuvent s'appliquer à tout le monde, comme par exemple la consommation de stupéfiants, où là encore, on sait, et ça a été étudié par des sociologues aux États-Unis, en France ou ailleurs, où cette lutte contre les stupéfiants est utilisée pour réprimer les classes populaires. Et quand tu dis que donc, tu fais monter ces questions-là, est-ce que ça marche? Est-ce que tu as pu, du coup, je suppose que ça, la démarche est intelligente, mais est-ce que, du coup, tu es entendu et est-ce que les lois bougent? Est-ce qu'on bouscule les règles grâce à ça? C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile parce que pour voter un texte de loi ou pour faire un amendement, ça se fait très rapidement sur le plan parlementaire. Et pour arriver à abroger un texte de loi ou à en finir, c'est extrêmement difficile. J'ai essayé, par exemple, assez souvent, depuis 10 ans, de me rendre au Conseil constitutionnel. J'ai dû plaider, je ne sais pas, des dizaines de fois, je ne sais pas exactement combien, et le bilan est assez maigre. Donc effectivement, mais enfin, je pense qu'il y a quand même deux choses là-dedans. Il y a la lutte proprement juridique pour les droits, pour le droit, où on essaye de faire évoluer la législation, et il y a aussi la lutte plus directement politique, où on tente de faire bouger les choses et on peut se servir du prétoire comme d'une tribune. Et quel regard tu as sur ceux que tu accompagnes, justement, qui sont issus des minorités, qui ont parfois des histoires pas facile. Et Boris Cyrulnik a écrit aussi sur le psychiatre a écrit aussi sur Oui. les personnes, par exemple, qui dealaient dans les quartiers et le fait que pour eux, parfois, c'est. Alors, j'aime pas trop les eux et nous, mais pour ceux qui sont dans les quartiers et puis qui parfois deal, ça peut être aussi le seul moyen qu'ils ont d'une forme de résilience. Et que donc, finalement, juger ça de l'extérieur, ça en revient à être forcément toujours un peu dans l'erreur. Loudoin Carbonnier, qui est un grand juriste du XXe siècle, a écrit un jour que les bonnes mœurs sont les bonnes mœurs du juge. Donc, effectivement, il est certain qu'il y a un point de vue qui est différent et il est certain que toutes les personnes de la société n'ont pas les mêmes moyens d'action, n'ont pas les mêmes possibilités. Et il est certain que, par exemple, le trafic de stupéfiants, eh bien, c'est sans doute l'une des seules possibilités qu'ont certains habitants des quartiers populaires de gagner un peu d'argent. Donc, effectivement, et sur un modèle capitaliste. Et quel regard, toi, tu as finalement sur ces gens que tu accompagnes, sur ces histoires de vie, sur ce dont tu es témoin? Écoute, moi, d'une certaine façon, je ne vis pas ce qu'ils vivent. Je vis avec eux puisque je vois, j'arrive, si tu veux, j'aime bien me rendre sur le terrain, aller voir l'endroit où vivent les gens, parler avec eux pour comprendre réellement leurs conditions de vie et pour arriver à... Moi, je me considère comme un porte-parole, en fait. J'ai la capacité de traduire dans un langage légitime et audible par les juges, par les autorités, sur le plan politique, sur ce que tu veux, de faire remonter ce vécu et de faire comprendre à des gens qui n'en ont aucune idée ce que ça peut être de vivre dans la précarité, en le décrivant de façon extrêmement concrète. Et est-ce que tu trouves qu'il y a un gap entre ceux qui sont, de manière générale, entre ceux qui sont jugés et ceux qui jugent? À ton avis? Moi, j'ai ma réponse, mais je voudrais la Poser la tienne. question, c'est ça, poser la question, c'est la résoudre. Il y a bien évidemment un gap très important. Non, mais quand tu es issu de la petite bourgeoisie, que tu fais l'école de la magistrature et que tu te retrouves à l'âge de 30-35 ans à être juge ou procureur, il est bien certain que tu n'as pas vécu la même chose
que quelqu'un qui est issu d'un quartier populaire. Hein, je me souviens, enfin, très souvent dans des audiences correctionnelles à Bobigny ou ailleurs, on entend les juges qui disent aux gens, mais comment se fait-il que vous commettez des délits alors vous avez la chance d'avoir un CDI? C'est-à-dire que ce qu'on appelait un smicard il y a une quarantaine d'années, maintenant on l'appelle un CDI. Donc il y a certains qui a une dégradation des conditions sociales, il y a une dégradation de la protection sociale au sens large qui amène à la précarité et donc à la délinquance. Et quand tu parlais tout à l'heure de la notion de révolte, que ça te révoltait déjà avant et ça te révolte encore plus aujourd'hui, est-ce que tu as un souvenir qui symbolise cette émotion-là, celle de ta révolte? J'en ai beaucoup, mais c'est vrai que il y a une violence très forte dans l'interaction verbale, et c'est vrai que le fait pour une personne qui comparait devant une juridiction de ne pas avoir de ne pas forcément parler français déjà, et de ne pas avoir un mode d'expression qui est légitime, empêche d'exprimer et de raconter vraiment ce qu'est sa vie. Je pense que c'est là le rôle de l'avocat, d'être encore une fois un porte-parole, un truchement pour arriver à faire comprendre un parcours de vie, à faire comprendre ce qui a pu mener une personne à faire des actes alors répréhensibles, qui peuvent objectivement être répréhensibles ou qui peuvent l'être uniquement d'un point de vue légal. C'est-à-dire que par exemple, pour revenir au cas de la mendicité, une femme qui n'a pas d'autres ressources pour nourrir ses enfants que de mendier ne peut pas, à mon sens, être considérée comme maltraitante. Et est-ce que tu pourrais nous raconter un souvenir précis de moments où tu t'es senti dans la révolte, peut-être une affaire ou quelque chose que tu as vécu dans le cadre de ton métier? Je n'ai pas d'éléments de souvenir précis qui me viennent en tête maintenant, mais je m'efforce toujours, quand je plaide, de garder une distance. Et c'est la symbolique de la robe, c'est-à-dire que quand on est avocat, on doit à la fois être concerné par ce qui se passe, défendre le point de vue de son client et en même temps garder une sorte de distance, sinon on n'est plus avocat. Donc il faut toujours jouer sur les deux tableaux. Et tu y arrives, toi, à garder, à gérer toujours cette distance? J'essaye, mais ce n'est pas évident. C'est pas toujours évident. Alors, dans la photo dont je parlais, dans cette rapide introduction, tu es sur ton fauteuil, je pense, de ton cabinet, et puis tu prends un air assez décontracté. Est-ce que ça symbolise quelque chose de toi ou de ta manière de vivre ton métier? Oh bah déjà, ce jour-là, j'étais assez fatigué puisque j'avais enchaîné 7 jours de suite d'audience, donc j'étais un peu crevé. Ça, c'est une chose. Mais effectivement, moi, je considère que quand je suis face à un être humain, quel qu'il soit, je suis de plein pied. C'est-à-dire que je refuse tout rapport au type hiérarchique. C'est-à-dire, je considère que j'ai la même considération pour tout être humain, quelle que soit sa fonction dans la société, quelle que soit son origine, etc. Donc, tu te sens l'égal de ceux que tu défends, bien sûr, mais aussi des magistrats. Tu te sens l'égal du monde. Absolument, absolument. Et est-ce que tu te souviens la première affaire que tu as défendue? La première affaire que j'ai défendue, Oui. ah oui, je m'en souviens, là. J'étais collaborateur dans un cabinet, ce qui n'a pas duré très longtemps, et on m'a demandé d'apporter un énorme dossier et de dire au juge, je m'en rapporte. Donc, je l'ai fait. Donc là, voilà, ça c'est la première affaire que j'ai plaidée. Mais sinon, la première vraie affaire que j'ai plaidée, oui, je m'en souviens bien, c'était des sans-papiers qui occupaient l'église Saint-Bernard, pas en 1996, mais 5 ans après, en 2001, les sans-papiers sont retournés à l'église Saint-Bernard et ils ont été arrêtés par la police. Et là, j'ai défendu un certain nombre de gens, avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs. Donc je m'en souviens très bien. Ouais. Et donc, les sans-papiers, nous parlions de la communauté des gens du voyage. J'ai lu aussi que tu étais très investi dans les combats contre l'islamophobie. Tout à fait. Ce fil conducteur là, de ta vie, qui fait qu'en plus, parfois, tu t'opposes finalement à des discours qui ne sont pas majoritaires. Par exemple, aujourd'hui, l'islamophobie est très présente dans notre société française. L'islamophobie est très prégnante, effectivement. Et elle est structurante. On voit que c'est quelque chose qui est structurant, y compris d'un point de vue politique. C'est-à-dire que tout acteur politique ou toute personne qui émerge dans la sphère médiatique se voit sommé de prendre position et se voit sommé de tenir un discours islamophobe. Donc là, on a effectivement un véritable souci en France et en Europe à l'heure actuelle. Et qu'est-ce que tu en penses de ce souci, comme tu le dis? Quel est ton regard là-dessus? Et là aussi, est-ce que toi, en tant qu'homme, en tant qu'avocat, tu as des réponses à apporter? Alors, en tant qu'avocat, pas spécialement. C'est-à-dire qu'en tant qu'avocat, moi, je défends les causes qu'on me demande de défendre.
en tant qu'être humain, je pense qu'effectivement, il faut lutter contre tous ces préjugés, il faut les déconstruire et juger les gens pour ce qu'ils sont et pas pour leur apparence. Parce que c'est finalement ça la grande leçon de la Révolution française, de prendre les gens pour ce qu'ils font et pas pour ce qu'ils sont. On en est encore loin. On en est encore loin puisqu'on a toute cette masse de préjugés qu'il faut déconstruire inlassablement. Alors effectivement, c'est difficile, il y a des phases de recul, mais il faut le faire. Mais alors, dans une société où les médias et la justice, finalement, sont quand même les piliers, les garants de la vie citoyenne, et où on peut voir, donc tu en parles, mais d'autres aussi dans nos podcasts en ont parlé, et puis on peut tous se constater en vivant en France ou en y passant, qu'il y a cette islamophobie grandissante et un rapport à l'autre parfois pathologique, un besoin de désigner un autre et puis de quelque part d'en faire un fantasme. Comment on fait en fait dans cette société pour arriver à s'en sortir? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, tu veux dire? Oui, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Déjà, simplement revenir au fondement, aux bases et à l'égalité fondamentale euh, de dignité qui doit exister entre chaque être humain et simplement appliquer les principes d'une vie en commun en considérant que chacune a les mêmes droits, tout simplement. Mais alors effectivement, ça c'est ce qu'on devrait pouvoir tous se dire, mais est-ce qu'avec la nature humaine, c'est pas une forme d'utopie, Henri? Parce que Sans finalement, doute. quand on regarde, même si on regarde un peu du côté de la magistrature, effectivement, il y a des magistrats extrêmement humains, profonds. Quand je citerai par exemple Albert Lévy, il y a des personnes vraiment incroyables dans la magistrature. Tu noteras qu'Albert Lévy a eu de gros problèmes dans sa carrière quand même. Oui, et moi, ce que je voudrais rajouter à ça, c'est que souvent, je pense que les personnes très éthiques ont du mal ou je vais le dire autrement encore, je pense que les personnes très éthiques sont souvent ceux qui s'en prennent le plus dans une carrière. Parce que ce n'est pas la majorité, bon, ça ce serait mon avis. Et donc la question que je me pose aujourd'hui, c'est finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi, donc tu parlais de problème structurel, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème pédagogique, éducatif? Est-ce que par exemple, dans les écoles de magistrature, on donne vraiment les moyens aux juges de devenir un bon juge? Est-ce qu'on apprend vraiment finalement à cette justice à rester humaine, à voir l'autre, à le comprendre? Alors beaucoup de nos interlocuteurs ont parlé du manque de moyens. Effectivement, il y a sûrement une carence financière, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi tout simplement que la justice, elle s'est tout à fait déshumanisée et que c'est ce qui a aussi peut-être permis que les instrumentalisations politiques ou toutes les questions de qui je suis, qui je représente et qui va me faire face comptent et jouent. Parce qu'un exemple très simple, quand on se promène finalement dans les juridictions administratives ou de droit de la presse, l'ambiance est tout à fait différente que dans les procédures pénales, finalement. Je trouve Tout à que fait. souvent la manière dont les juges, par exemple en droit de la presse, s'adressent à ceux à qui ils font face, justiciables comme plaignants, est beaucoup plus, entre guillemets, poli et beaucoup plus d'égal à égal que dans les juridictions qui est du côté du correctionnel ou du pénal, où on peut parfois, en tant que personne extérieure, sentir une forme de mépris, de jugement. Il y a quelque chose qui se passe où on a déjà retiré à l'autre sa capacité ou son pouvoir de dire je suis, j'existe. Et un de nos autres interlocuteurs parlait de certains juges qui ne regardent pas dans les yeux. Tu vois, tout ça, c'est des éléments finalement très psychologiques qui donnent une impression que du côté du pénal, il y a une déshumanisation. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense qu'il y a différents problèmes tu vois, je pense que tu as bien posé la question, mais il y a différents problèmes qu'il faut bien distinguer. Le premier, c'est comment est-ce qu'on devient juge? En France, on a un système où on devient juge à la sortie de l'ENM en étant très jeune, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays où on doit d'abord être devenu avocat et avoir exercé la profession d'avocat pendant une dizaine d'années au moins. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est effectivement un problème de moyens. Il y a effectivement d'énormes différences entre les juridictions prestigieuses, comme celle du droit de la presse, et les juridictions du quotidien. Donc, effectivement, et même tu parlais de droit pénal, mais entre les chambres qui traitent du droit pénal des affaires et celles qui traitent du droit pénal quotidien, on a une différence. Donc, effectivement, il y a clairement une justice à deux vitesses.
d'un côté, une justice de luxe, entre guillemets, où on prend le temps de réfléchir, où on s'adresse poliment aux gens, où tout se déroule de façon policée. Effectivement, de l'autre, une justice d'abattage, les comparaisons immédiates, les procédures concernant les sans-papiers, etc., où tout se passe très vite et où effectivement, il y a une forme de mépris, de déshumanisation. Et c'est vrai que la numérisation n'aide pas. Là, je me souviens, par exemple, pendant le confinement en 2020, le confinement de 2 mois où les juridictions se sont arrêtées, où j'ai eu une audience en plein confinement, donc où le juge, qui était un jeune, qui avait une tête de bobo, qui voyait donc sur son écran les sans-papiers qui étaient au centre de rétention et qui disait, bon alors, il nous en reste combien? Il nous en reste encore 2. Puis le type au centre de rétention dit non, non, il en reste un seul. Bon, d'accord. Et il interviewe comme ça une personne qui était au centre de rétention et qui explique, qui se plaint, qui explique qu'il est maltraité, qu'il a été battu, que la nourriture est mauvaise. Et là, le juge lui dit tranquillement, écoutez, monsieur, moi, je ne suis pas saisi de ça. Et hop, il swipe sur la gauche et il dit bonne journée, monsieur, au revoir, et il l'écarte. Et donc, effectivement, il y a une vraie déshumanisation. C'est vrai qu'on a des cas où les juges refusent de regarder même physiquement la personne. Et là, le rôle de l'avocat, eh bien, c'est d'obliger le juge à voir la réalité sociale, de l'obliger et de le mettre face à ses contradictions. Mais après, effectivement, plus fondamentalement, je me pose souvent la question de savoir comment est-ce qu'on peut juger. Personnellement, je sais que je n'aurais pas pu être magistrat. Hein. Dès le départ, je voulais être avocat. Et je me dis, quand on est juge et qu'on tient dans ses mains la vie des gens, au nom de quoi, au nom de quel principe supérieur est-ce qu'on peut tranquillement distribuer des années de prison? Et je me demande effectivement à quoi pensent les juges qui ont siégé en comparution immédiate et qui ont distribué quelques décennies ou quelques siècles de prison en une journée. Je me demande à quoi ils pensent quand ils rentrent chez eux. Je n'ai pas la réponse à ça. Et puis quand tu me parles de la question des personnes sans papier, il y a aussi parfois un tel déni de ce qui fait que certains traversent les frontières, un sentiment qu'en France on est peut-être protégé, mais ça aurait pu nous arriver aussi à nous. Donc cette Bien sûr. manière finalement de faire des personnes sans papier, des gens qui seraient dans le délit, que nous, voilà, enfin ce nous encore, ce fameux nous, on pourrait être là en train de dire tu n'as pas le droit d'être là, il y a quelque chose de terrible. Alors tu parlais de la question de à quoi pensent les juges quand ils rentrent chez eux, certains juges. Eh bien toi, en tant qu'avocat, quand tu vois des scènes comme ça, quand tu sais ce que c'est finalement que de traverser des frontières, quand tu sais ce que c'est que d'être en exil, de lutter pour ta propre vie et d'être traité comme ça par quelqu'un qui n'a pas vécu le quart de ce que tu as vécu. Toi, en tant qu'avocat, comment tu fais quand tu rentres chez toi pour trouver la paix? Ben écoute, moi j'essaye de, c'est pas évident, hein, mais j'essaye quand même de mettre une barrière, d'essayer de garder un petit peu de vie personnelle et d'essayer de disjoindre mes activités professionnelles et personnelles, mais c'est difficile. Et c'est de plus en plus difficile au fur et à mesure qu'on avance, parce qu'effectivement, au bout d'un moment, tous les réseaux de sociabilité se retrouvent un petit peu dans les mêmes champs. Donc c'est difficile. Mais je pense quand même que garder toujours cette humanité euh, pour rester humain et en même temps garder un peu de distance pour se vivre, parce qu'on ne faut pas non plus se laisser déborder par l'émotion, parce que si on se laisse sans cesse déborder par l'émotion, enfin, c'est mauvais, quoi. Donc il faut toujours garder un petit peu d'humour. Et c'est vrai que les gens qui sont exilés, ont une force, parce que quand on a vécu ce qu'ils ont vécu, ces gens ont une force. Et c'est vrai qu'il y a un paradoxe, puisqu'on demande aux gens d'étaler leurs faiblesses. Par exemple, quand on fait une demande d'asile, on demande aux gens d'expliquer pourquoi ils sont persécutés, et on a des gens qui ont une véritable force en eux. Et ça aussi, il faut le faire comprendre. Il faut le Et faire est-ce comprendre aux juges, à l'opinion publique, parce que moi, je ne distingue pas l'activité judiciaire de l'activité politique ou globale de la cité. Pour moi, c'est la même chose. Enfin, ça fait partie du même mouvement. tu peux préciser? C'est-à-dire que je ne pense pas, si tu veux, qu'il y ait une activité judiciaire qui soit séparée du reste de la société. Et je pense qu'effectivement, tout ça s'interpénètre. Si on prend la question des sans-papiers, quand j'ai commencé il y a 20 ans, le sans-papier était plus perçu comme une victime, ce qui posait des problèmes aussi d'ailleurs. Et maintenant, de plus en plus, la personne qui est en situation irrégulière est perçue comme un danger. Et c'est vrai qu'il y a une déshumanisation qui est due à l'accélération des procédures
au fait que les juges sont surchargés, et c'est le cas pour toutes les audiences, hein, que ce soit les sans-papiers, que ce soit les questions de surendettement, de loyer, tout ce que tu veux. On voit des juges qui croulent sous le travail, qui eux-mêmes sont en proie à la souffrance au travail et qui parfois essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais qui sont aussi débordés. Et quand tu parlais tout à l'heure de la question émotionnelle, de savoir gérer ses émotions, est-ce que toi, tu dirais que tu es un être émotionnel? Bien sûr, bien sûr. Alors, de quelle manière? Est-ce que tu es quelqu'un qui a des émotions extrêmes? De quelle manière tes émotions jouent dans qui tu es et dans ton métier? Ben, si tu veux, moi, j'essaye de comprendre, j'essaye de prendre le temps de parler avec mes clients, de comprendre ce qu'est leur vie, de comprendre ce qu'ils ont vécu. J'essaye de m'imprégner de ça. Et après, je ne cherche pas la vérité en tant qu'avocat. C'est-à-dire, je ne cherche pas à trouver une vérité humaine ou sociologique. Moi, mon rôle en tant qu'avocat, c'est de raconter une histoire qui soit cohérente et qui puisse rentrer dans un cadre. C'est-à-dire qu'on est forcément façonné par le cadre judiciaire où on doit rentrer dans un schéma plus ou moins préétabli. Mais ce schéma, il faut aussi savoir jouer avec et savoir en sortir. C'est-à-dire que d'une certaine façon, moi, je me vois comme quelqu'un qui essaie de faire derrière la machine. Il y a un train qui avance et moi, je suis là un petit peu comme un saboteur, si on veut, un saboteur conceptuel, pour essayer de dévier cette mécanique trop bien huilée qui va vers une solution qui est prévue à l'avance. Parce que je ne sais pas comment, je ne sais pas, encore une fois, que c'est vraiment une énigme pour moi, je ne sais pas comment on fait pour juger, mais j'imagine qu'un juge qui est confronté à une affaire, qui a regardé un dossier avant l'audience, même s'il a regardé rapidement, a déjà une idée de vers quel sens il veut aller et de la solution qu'il peut donner avec des aménagements possibles entre le quantum de la peine en matière pénale. Et là, le rôle d'avocat, c'est de faire douter, c'est d'introduire de l'incertitude dans une machine, enfin, dans un monde qui est trop certain. Dans un monde qui est trop certain, et puis parfois, c'est de faire rentrer des incertitudes dans le psychisme de l'autre. Parce que une question, je ne sais pas si elle est encore bien étudiée, mais il y a aussi la psychologie, les névroses et les traumas qui rentrent en compte. Tu vois, dans le fait de juger, bon, déjà, pour tout métier à pouvoir, il faut bien se connaître pour ne pas faire d'erreurs ou de dégâts. Et finalement, quand on a vécu certaines choses, ou quand on n'a pas vécu certaines choses, mais qu'on projette sur l'autre, par exemple des angoisses, ou tout simplement la peur de l'autre, ou quand on n'a pas connu la vie dans les quartiers et on est angoissé par la vie dans les quartiers, toutes ces choses-là vont forcément influencer un jugement et vont donner des certitudes, et aussi à certains le droit de juger et de dire ce que tu fais n'est pas bien. Donc finalement, ton rôle, comme tu le décrivais, le rôle des avocats, c'est aussi d'arriver à faire douter quelqu'un qui parfois est pétri de ses propres traumas ou de ses propres névroses. Est-ce que ça, c'est pas une tâche très, très difficile ici? C'est difficile, mais on peut y arriver. Là, j'ai un souvenir pendant qu'on parle, là, qui remonte, où j'avais un confrère qui défendait la préfecture. Ça, quand on est avocat, ça me semble quand même difficile de défendre. Enfin, quand on est avocat, il me semble qu'on devrait se ranger du côté du plus faible et pas du plus fort. Ça a toujours été de défendre la préfecture. Et mon client était en instance d'expulsion, on qu'on était à la frontière, et sa compagne devait accoucher. Et à ce moment-là, je vois le confrère et je vois qu'il a une sorte de bague au doigt et je me dis bah, il doit être marié et père de famille et donc je lui demande comme ça de tatrac est-ce que vous êtes marié et père de famille et il me dit oui j'ai 3 ou 4 enfants je ne sais plus et je lui dis qu'est-ce que vous auriez dit si on vous avait empêché d'assister à l'accouchement de votre épouse, est-ce que ça ne vous aurait pas traumatisé? Et là, il est très ennuyé, il ne sait pas quoi dire. Le juge vient à sa rescousse, il me dit, mais écoutez, vous n'avez pas posé ce genre de questions. Et il dit au confrère, mais non, vous n'avez pas à répondre. Et là, il bafouille quelque chose comme, ah oui, non, mais moi, je pense de façon irrégulière. Et donc là, du coup, je pense que j'ai réussi à le faire douter. Bon, ça n'a pas malheureusement eu le résultat escompté, mais il faut effectivement réussir à créer des mécanismes d'identification. Parce que l'être humain s'identifie naturellement. Et quand on est juge, on fait du pénal, par exemple, on va plus facilement s'identifier à la personne qui est cambriolée qu'au cambrioleur, pour prendre un exemple. Et donc forcément, ça a une incidence sur le résultat. Alors, cette manière, toi, de connaître l'humain et de repérer certaines choses chez les êtres humains, euh, comme je le disais en préambule, certaines des personnes qui nous ont contactés pour te recommander dans ce podcast, te parler justement de cet humanisme que tu as en toi et aussi de l'éthique. Toi, d'où ça te vient? Est-ce que tu as eu des épreuves de vie ou est-ce que c'est ton histoire familiale? Est-ce que tu sais finalement cette humanité-là qu'on sent dans ton discours, d'où elle te vient?
Oui, je sais précisément d'où ça vient, et ça vient effectivement pour une bonne partie de mon histoire familiale, clairement, hein. Tout à fait, moi je viens d'une famille qui a subi des persécutions pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, pour des raisons assez évidentes, et donc effectivement ça m'a donné une sensibilité, et ça m'a amené aussi assez tôt à me poser la question de savoir comment on devait se positionner par rapport à ces persécutions, et il me semble qu'il y a deux façons de faire. Ou on reste dans le rôle de la victime, et ça c'est très mauvais, ou alors on se dit qu'on a toujours les moyens de résister. C'est-à-dire que même dans les situations les plus extrêmes, on peut arriver à résister. Et c'est par exemple ce que m'a appris Raymond Gurem, qui est, je ne sais pas si tu sais qui est Raymond Gurem, qui était Raymond Gurem, puisqu'il est mort maintenant, qui était un résistant, qui était un manouche, qui a été interné pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a résisté de façon tout à fait admirable jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, effectivement, il y a des gens comme ça qui te montrent qu'on a toujours quelque chose qu'on peut faire, qu'il y a toujours une façon de résister, une façon de s'opposer, même quand la situation paraît désespérée. Et est-ce que tu trouves qu'en France, c'est facile d'avoir cette position-là? Est-ce que tu penses que résister aujourd'hui en France, c'est facile? Alors, je pense que c'est plus que jamais nécessaire déjà. Je pense que c'est encore possible, puisque malgré tout, on peut s'exprimer. On est dans un cadre qui est encore globalement démocratique, même si malheureusement la démocratie bat de l'aile, est un peu en perte de vitesse, mais on a quand même des moyens de faire. Et je pense qu'il y a des menaces très importantes qui pèsent sur l'être humain. Donc, tous ces processus de fascisation, je pense qu'il faut inventer un nouveau mot parce qu'on est dans une phase historique nouvelle. Et il y a aussi des menaces nouvelles en termes de contrôle des populations, en termes d'influence sur la vie que peuvent avoir tous ces moyens de communication. Donc je pense qu'on est quand même dans une sorte de mutation anthropologique. Et là, par exemple, l'épidémie de Covid, pas tant l'épidémie que les réactions des pouvoirs publics, je pense qu'on est en train de basculer vers autre chose et que l'humanisme classique est de plus nécessaire que jamais, mais qu'il faut le repenser. C'est-à-dire que face à ces nouvelles menaces, il faut arriver à penser un nouvel humanisme. Et comment tu qualifierais, Henri, cette autre chose vers lequel tu penses qu'on est en train de basculer? Je pense qu'on est en train de basculer vers une forme de totalitarisme euh, qui est, euh, qui est moins directement contraignant que ce qu'on a pu voir au cours du XXe siècle, mais je pense qu'il y a des mécanismes de contrôle des populations et même de modification de ce qui fait l'humanité qui sont en train de se mettre en place. Hein, depuis que je défends les sans-papiers, j'ai toujours expliqué qu'il fallait défendre les sans-papiers, non seulement parce que ce qu'ils vivaient était intolérable, mais aussi parce qu'à terme, ce qu'ils vivaient pouvait être le cas de tout le monde. Hein, c'est le cas, par exemple, de la direction du travail. Et quand on voit maintenant qu'on demande des passes sanitaires ou des passes vaccinaux et qu'on va indiquer que ceux qui n'ont pas le pass ne sont pas de vrais citoyens, mais moi, je peux empêcher de faire le lien avec les sans-papiers, hein, et de me dire que d'une certaine façon, on arrive toujours à exclure une partie de la population et ces mécanismes de contrôle ou de surveillance, quand on voit les moyens dont dispose la police pour traquer, là j'ai quelques dossiers de terrorisme ou pseudo-terrorisme où on a des gens qui ont mené des actions, bon, peu importe, et qui se retrouvent où la police va mettre en place des mécanismes de sonorisation des voitures, de sonorisation des habitations, va mettre en place des kilogrammes dans les ordinateurs pour épier tout ce que font les gens, dans le cadre de procédures légales, mais j'imagine que les services de renseignement le font aussi hors de tout cadre procédural légal classique, je me dis qu'on a un véritable problème. Et je pense que ça peut aller encore au-delà, puisque tant que la surveillance se fait par le biais de téléphone ou d'ordinateur, sont des orthèses, mais le jour où on mettra en place des prothèses, c'est-à-dire où, par exemple, au lieu de payer avec sa carte bleue sans contact, on va te dire, eh bien, on va t'implanter une petite puce intracutanée sans aucune douleur, et tu pourras comme ça, avec ça, acheter ton journal, ton café, ou passer, montrer que tu as le pass adéquat pour aller au cinéma, franchir une frontière ou que sais-je, eh bien là, on sera arrivé à autre chose, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des techniques de contrôle des populations et de biopolitique, pour parler comme Foucault, qui sont en train de se mettre en place, dont on voit les prémices et les balbutiements maintenant,
Et là, j'y vois un danger mortel pour ce qu'est l'humanité. Et je pense qu'il faut penser ces choses-là et se mobiliser contre ces choses-là. Et est-ce que tu penses que la population elle a plutôt en elle d'être passive ou d'être dans la réaction et d'agir et de s'opposer? Alors le problème, c'est que ces nouveaux mécanismes qui mettent en place jouent sur le consentement. C'est-à-dire qu'on te demande de consentir. C'est le cas là, par exemple, pour la vaccination, pour prendre un exemple tout à fait contemporain, où on va forcer le consentement des gens. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'on retrouve dans l'histoire du droit, hein, qu'on retrouvait déjà dans les procès de l'Inquisition, où l'aveu était nécessaire pour que la personne puisse aller au paradis, qu'on retrouve dans les procès de Moscou, où il fallait que la personne qui est un ennemi du peuple confesse ses menées contre-révolutionnaires. Et là, on a ce même mécanisme qui fait qu'on demande aux gens d'adhérer à leur propre servitude. Et là, effectivement, donc on peut reprendre tous les classiques, hein, la Boétie, tout ce qu'on veut. Et je pense qu'il faut vraiment se résister contre ça. Et ça se fait également à un niveau individuel, à un niveau éthique. Et il faut réussir à un moment à donner un débouché politique à tout cela. Et c'est vrai que tout est différent parce que les acteurs qu'on a en face ne sont pas uniquement des acteurs étatiques classiques. Donc on est vraiment dans une période de mutation et je pense il faut penser cette mutation et surtout arriver à mettre en place des mécanismes de résistance individuelle et collective au sens propre du terme contre ces mécanismes qui menacent notre liberté et finalement notre humanité. Oui, et peut-être ça passe aussi par le fait de bien comprendre ce qui peut se passer en termes de manipulation des masses. Parce que Absolument. pour s'autoriser à résister, il faut comprendre qu'en en fait, on n'est pas forcément l'ennemi si on n'a pas voulu se faire vacciner. Et dans notre société d'aujourd'hui, on est en train de créer dans les discours, enfin, c'est mon impression, une césure entre ceux qui accepteraient de se faire vacciner, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. D'ailleurs, même l'appellation les non-vaccinés ou même le fait de les anti-vax juste pour ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, c'est déjà créer un groupe qui en fait n'est pas une masse. Il y a plein de personnes qui ont des psychologies différentes et puis qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas envie de faire ce vaccin. Et au début de toutes ces questions-là, c'était un droit. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont angoissées et qui ont l'impression que les gens sont haineux à leur égard quand ils ne sont pas vaccinés. Donc c'est très grave quand même quand on se dit qu'il y avait ce droit, se faire vacciner ou non, et qu'on en arrive aujourd'hui en quelques temps, quelques mois, 2 ans, à un président de la République qui peut dire qu'il emmerde une partie de la communauté française. Il y a des dérives et je pense que c'est très difficile pour Absolument. certains. Oui. Absolument. Et c'est un mécanisme qui se joue à un niveau mondial, c'est-à-dire que la différence avec la pandémie par rapport à ce qui a pu se passer dans d'autres périodes historiques, c'est que là, on a à la fois un embryon d'opinion publique mondiale et on a en même temps des mécanismes qui se font au niveau mondial et qui sont mis en place, qui se mettent en place par une série d'acteurs qui prennent une série de décisions, mais qui n'ont pas de compte à rendre. C'est-à-dire que c'est là qu'on sort du cadre démocratique, parce que c'est pour ça que, par exemple, l'élection présidentielle qui aura lieu dans quelques mois, c'est bien, c'est important, mais on sent bien, et les gens ont bien conscience, que ça ne changera pas grand-chose, quel que soit le résultat, puisqu'il y a des contraintes qui sont fortes et qui dérivent de nouveaux pouvoirs qui émergent, qui sont des pouvoirs économiques et sur lesquels il Oui, n'y a pas de contrôle, ou même, enfin, même la Commission européenne, c'est-à-dire que le pouvoir est de plus en plus loin du citoyen. Et finalement, l'histoire humaine, si on la prend globalement, c'est l'histoire de la concentration du pouvoir. Le pouvoir se concentre de plus en plus à un niveau mondial, et, euh, et voilà, donc il faut par rapport à ça trouver de nouvelles formes de résistance, mais sans refuser le progrès technologique, c'est-à-dire qu'il faut l'utiliser, mais arriver à l'utiliser différemment. Et je pense qu'on est en train de basculer vers autre chose, mais c'est trop tôt pour dire quoi, on n'a pas encore le recul, mais d'ici quelques années ou quelques décennies, on se rendra compte sans doute qu'on vit une période charnière maintenant. mais il y a aussi, par rapport à ce que tu disais, effectivement, des pouvoirs qui influent sur le pouvoir, des différences entre les pays qui subissent le même pouvoir. Habitant en Angleterre, à Londres, je pourrais parler de cette économie-là ici, et il n'y a pas la même imposition, le même discours, ni la même communication autour de la vaccination. C'est-à-dire que la vaccination est proposée de telle manière que les Anglais, les résidents,
n'ont pas l'impression qu'ils sont forcés. C'est une proposition. Et donc, je pense que ça marche mieux. Et psychologiquement parlant, quand on se fait vacciner et qu'on adhère finalement à la question du vaccin, forcément, tout va mieux, y compris le corps. On est corps et âme dans une décision. Tandis qu'en France, on a quand même créé une imposition, en fait. C'est une imposition, une intrusion dans le corps pour ceux qui n'avaient pas envie de se faire vacciner, qu'on ne trouve pas du tout en Angleterre. Les gens n'auraient pas du tout le même récit de vie, ou même le même récit par rapport à la vaccination. Et en fait, en Angleterre, on trouve ça un peu partout. Par exemple, l'islamophobie, en Angleterre, pénalement parlant, c'est très pointé du doigt. On ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Souvent, les acteurs médiatiques doivent s'excuser. On peut voir dans les centres commerciaux, il y a des salles de prière, les gens vont prier de toutes les confessions. Les gens, ça leur est égal. Alors, il y aura plein d'acteurs qui vont expliquer effectivement les minorités ne sont pas été amenées pareil en Angleterre. Effectivement, il y a plein de questions culturelles qui jouent, mais il n'empêche que l'Angleterre, au niveau de la cisure de la population, marche mieux. Ce serait mon avis de l'intérieur. Donc il y a quand même une différence entre les pays par rapport au pouvoir qui influe le pouvoir. Qu'en penses-tu ? Tout à fait, parce qu'effectivement, il ne faut pas penser, parce que ça c'est le problème des complotistes, de penser qu'il y aurait une autorité qui manipulerait tout ça. Effectivement, les configurations sont différentes selon les pays, mais ce qui est nouveau, c'est que les problèmes se posent de la même façon dans tous les pays du monde. C'est-à-dire qu'on a le même problème qui va se poser dans tous les pays du monde au même moment. Effectivement, des réponses différentes qui sont apportées. Et par exemple, si on prend l'exemple de la vaccination, mais ce n'est qu'un exemple, ça c'est conjoncturel, hein. Il y aura d'autres choses qui vont se développer qui sont sans doute plus graves dans les années et les décennies qui viennent. Mais on a d'un côté effectivement des théories plus du nudge, du petit coup de pouce, où on va essayer d'expliquer aux gens et de les orienter discrètement dans la bonne direction, et de l'autre quelque chose de plus répressif, de plus direct, de plus contraignant, qui marche à base d'interdictions et de sanctions. Et je pense que c'est vers ce modèle-là vers lequel on va. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, effectivement, une série de mécanismes de propagande qui se mettent en place et qui sont d'autant plus forts qu'ils ne sont pas coordonnés. C'est-à-dire qu'ils émanent de différents acteurs qui vont chacun jouer leur partition en défendant leurs intérêts propres, mais qui vont tous retrouver un peu dans la même direction au bout d'un moment. Hein, ça marche par consensus. Et puis, à un moment, effectivement, on arrive à quelque chose de contraignant. C'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, l'être humain doit choisir d'être dans le système ou en dehors du système. Et s'il est en dehors du système, il va le payer au prix fort. Et alors, quand on est dans le système et qu'on lutte, comme par exemple ta manière de faire ou d'autres métiers, quand on est dans le système et qu'on lutte contre parfois le système, qu'est-ce qu'on ressent ? Est-ce que toi, qu'est-ce que tu vis ? Est-ce qu'on vit aujourd'hui dans notre époque ? Ça t'intéresse ? Est-ce que ça t'inquiète ? Enfin, quelles sont les émotions qui priment ? Ah ben là, je suis extrêmement angoissé par rapport à ce qui peut se passer globalement. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, il y a une catastrophe écologique qui se prépare, hein, c'est clair. Et il y a effectivement, enfin, là, je suis extrêmement angoissé par ce qu'on peut voir. Après, je ne sais pas, peut-être que l'histoire n'est pas écrite à l'avance. Hein, on ne sait pas du tout. Ce sont les êtres humains, comme disait Marx, ce sont les êtres humains qui font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. Donc tout peut arriver. Tout peut arriver vers le meilleur comme vers le pire. Mais c'est certain qu'il y a des problèmes qu'il faut poser et il faut être capable à un moment de dire non. Après, chacun doit trouver le moment, effectivement, où il faut dire non, mais à un moment, effectivement, il faut se réfugier dans son éthique personnelle, garder pour moi l'humanisme classique, même si effectivement, on a critiqué les Lumières, il y a des raisons de critiquer les Lumières, et sans doute que l'humanisme classique n'est pas suffisant, qu'il faut s'ouvrir à d'autres choses, notamment pour tout ce qui est écologique, qui n'est pas pensé suffisamment par l'humanisme classique, mais il n'empêche qu'à un moment, on se retrouve seul avec sa conscience, et c'est la conscience qui doit donner un avertissement et un moteur pour l'action. Et concernant toi et ton futur, est-ce que tu as des rêves que tu n'as pas encore finalisés ? Quelles sont tes prochaines étapes de vie ? Qu'est-ce que tu vises ? Bah, écoute, moi, je vais continuer à lutter et je vais continuer à lutter. Je dirais que moi, dans mon métier d'avocat, juste en tant qu'être humain, je me suis attaché à différents combats. Ces combats, je les ai menés, je continue à les mener. Au fur et à mesure des années, il y a des combats qui s'ajoutent et j'essaye de mener ces combats en même temps. Et maintenant, le nouveau combat que j'aurais envie de mener, ça sera un combat écologique un petit peu global, effectivement, pour arriver à préserver
à la fois, je dirais, la nature humaine. C'est-à-dire il faut arriver à conserver ce qui fait le propre de l'humanité. Et donc, effectivement, j'ai bien envie de réfléchir dans cette direction-là et de voir ce qu'on peut faire. Mais là, je suis en phase de réflexion et je ne sais pas trop comment on peut agir. Pour l'instant, je défends les droits humains de façon classique, sur la défense des minorités, sur la défense contre les violences policières, contre le racisme, pour les sans-papiers, etc. Mais je pense qu'il va falloir aller au-delà à un moment et faire quelque chose d'un peu plus global. On arrive aux 3 dernières questions de cet entretien, qui sont aussi des questions, on va dire, traditionnelles, rituelles. Henri, qu'est-ce que ton métier t'a appris sur les hommes? Il m'a appris qu'on peut être surpris. Il m'a appris que les gens ne sont pas toujours comme on pense qu'ils sont. Et qu'est-ce que ton métier t'a appris sur ton pays? Il m'a appris que, comment dirais-je, comment le dire sans être trop désagréable? Il m'a appris que mon pays était un petit pays qui avait une vision souvent un petit peu étriquée des choses. C'est-à-dire qu'il y a quand même dans l'histoire française l'idée d'une nation universelle. Et il me semble que de plus en plus, ce côté universaliste est mis sur le côté au profit d'une vision étriquée de la France, que Zemmour incarne malheureusement à la perfection. Qu'est-ce que ton métier t'a appris sur toi? Il m'a appris, il m'a donné moyen de me battre et de résister. J'ai toujours su depuis enfant qu'il fallait résister. Et là, en devenant avocat et en essayant de faire des choses, j'ai appris comment on pouvait résister. Voilà. D'accord. Donc, et ce podcast en est le symbole, finalement, dans ce que tu dis. Il y a un message qu'on entend très fort dans finalement tous tes mots, c'est cette notion de résistance et résistance à tous les pouvoirs tels qu'ils soient. Un grand merci Henri pour ce podcast qui a été très enrichissant. Et puis, je te proposerai sûrement d'intervenir dans d'autres émissions. C'était vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Mais écoutez, c'est un plaisir pour moi aussi. Merci à toi, Fanny.